La sortie d'Emmanuel Macron confirme que la France joue un rôle majeur, joue un rôle de premier plan dans l'aide militaire à l'Ukraine. Le fait qu'elle assume le renseignement satellitaire veut dire qu'elle est en première ligne aujourd'hui. Il y a les soldats ukrainiens et juste derrière, il y a les Français. C'est clair et net. Bonjour Charles. Bonjour Joséphine et bonjour à tous. Est-ce que, avant de commencer, vous avez quelque chose à dire aux abonnés ? Oui, d'abord une bonne année 2026 à tout le monde. Et puis surtout, évidemment, plein de bonnes choses. Et pour Omerta, vous le savez, nous poursuivons notre travail. Nous allons développer encore plus de projets. Nous essayons encore de monter en qualité, de monter aussi en quantité dans les grands documentaires, les grands reportages que vous pouvez retrouver sur notre application mobile. Dans les émissions spéciales aussi, on va faire un certain nombre d'annonces. Il y a un certain nombre de nouvelles émissions qui vont sortir sur l'application dans les semaines qui viennent. Évidemment, nous avons besoin de votre soutien. Un soutien tout simple, vous abonnez à cette chaîne YouTube tout simplement dès maintenant. Il y a à peu près 30% des gens qui regardent, qui nous font l'amitié de regarder cette vidéo, qui ne sont pas abonnés à cette chaîne. Et évidemment, chaque abonnement nous aide à progresser dans la visibilité de cette chaîne YouTube. Nous aide dans notre travail, c'est donc fondamental. Et puis, on va y revenir aussi la semaine prochaine. Vous pouvez trouver dès maintenant, soit sur notre site internet www.omertamedia.fr, soit en kiosque, notre nouveau magazine antimondialiste, Les Patriotes à la reconquête de l'Europe, qui est le fruit d'un travail de 4 mois d'enquête, de reportage, d'investigation aux 4 coins de l'Europe pour comprendre comment, aux 4 coins du continent, les peuples, les patriotes sont en train de prendre le pouvoir pour, à terme, et espérons que ce soit rapide, que ce soit proche, renverser l'Europe des fédéralistes de Bruxelles et prendre enfin le pouvoir et sauver l'Europe, sauver les peuples, sauver les États, sauver les nations. Voilà. Charles, le président Zelensky a déclaré que certains systèmes anti-aériens donnés à l'Ukraine par ses alliés manquaient de munitions pendant les récentes attaques russes contre les infrastructures énergétiques. Oui, c'est une problématique récurrente et très importante pour l'Ukraine, pour une raison très simple, c'est que les Russes qui savent le prix d'un missile antiaérien, par exemple Patriot, pour ce qui est du système américain, 4 millions de dollars, plus de 4 millions de dollars par missile, se font un malin plaisir, et j'allais dire cette bonne guerre, de saturer toutes les nuits l'espace aérien ukrainien avec des drones à 10 ou 20 000 dollars. L'idée étant d'épuiser évidemment les défenses antiaériennes qui sont très largement perméables, parce qu'en fait quand vous avez entre 300 et 800 drones qui chaque nuit sont envoyés sur l'Ukraine, sur des infrastructures militaires, des infrastructures énergétiques, des infrastructures logistiques, portuaires, eh bien vous avez besoin d'un nombre de missiles pour les stopper qui est considérable. Et surtout, le coût de ces missiles est absolument faramineux. Et les Russes savent très bien que c'est un des maillons faibles de l'armée ukrainienne. C'est en fait d'épuiser les finances de l'Ukraine en épuisant sa défense antiaérienne. Et alors, les Ukrainiens n'ont pas que des systèmes Patriot, ça c'est le système américain, qui est quand même le plus répandu dans la défense antiaérienne ukrainienne, parce que les Américains avaient un stock assez considérable, ils en ont récupéré aussi d'autres pays. Il y a d'autres systèmes aussi qui ont été donnés à l'Ukraine, comme le système français Crotal par exemple. Mais tout ça évidemment ne suffit pas, ça coûte très cher à l'Ukraine, pour des résultats qui sont tout à fait relatifs d'ailleurs, parce que, je le disais, la quantité de drones russes envoyés sur l'Ukraine est considérable, et en fait perce très largement toutes les nuits le bouclier antimissile ukrainien. Et puis d'autre part, parce que les Russes, en face, augmentent la qualité des drones qu'ils envoient. Il y a le drone Guéran de 5e génération qui vient de sortir, qui est un drone donc, qui est hérité du drone Shahed iranien. Le drone Shahed iranien a été donné au début de la guerre à la Russie, ou alors la Russie en a acheté à l'Iran parce que la Russie avait un retard en matière de drones. Et puis, on voit qu'en l'espace de moins de 4 ans, les Russes ont non seulement rattrapé leur retard en termes de quantité de drones, puisqu'ils en envoient aujourd'hui
plus que ce que les Ukrainiens envoient sur les lignes russes ou sur la Russie. Mais surtout, ils ont réussi à développer des technologies, alors qu'on disait sur les plateaux mainstream que la Russie était économiquement à genoux et qu'elle allait s'effondrer, qu'elle ne pourrait pas suivre le rythme de la guerre et qu'elle était en retard sur les technologies. Eh bien, les chercheurs russes, les ingénieurs russes ont réussi à développer un certain nombre de drones qu'il est aujourd'hui très difficile pour les Ukrainiens d'intercepter. En particulier, ce Guéran de 5e génération est un drone à intelligence artificielle, ce qui veut dire qu'il est moins sensible, il est plus intelligent, il détecte ses cibles, je dirais quasiment en totale autonomie, et il bénéficie de capacités anti-brouillage et anti-détection qui sont bien plus développées que tous les autres drones aujourd'hui en service, que ce soit côté russe, mais d'ailleurs aussi côté ukrainien. Les Russes ont pris l'avantage dans les drones, en matière de drones filaires, de drones guidés. Et dans ces drones kamikazes, ils ont aussi l'avantage avec ce drone de dernière génération, dont le coût est aussi assez dérisoire. On est autour de 20 000 $. Je le dis, quand pour détruire des drones à 20 000 $, on utilise des missiles à 4 millions de dollars, il y a un problème. Et quand on a des milliers de drones à disposition, on n'a pas évidemment en face des milliers de missiles pour détruire chacun des drones envoyés. Donc il y a un problème de dichotomie, il y a un problème de disproportion. Et Volodymyr Zelensky d'ailleurs en parle depuis très longtemps. Aujourd'hui simplement, vous savez que c'est par l'aide notamment sur ces missiles Patriot, ces missiles antiaériens, elle se fait par paquets. Et aujourd'hui, l'Ukraine a épuisé un certain nombre des paquets qui avaient été votés et envoyés par les Occidentaux. Et donc, il alerte parce que il y a deux niveaux dans la guerre en Ukraine. Il y a le niveau des lignes de front immédiates, par exemple dans le Donbass, ou au nord, dans la région de Soumy ou celle de Kharkov. Là, ce sont des combattants dans les tranchées, sur plusieurs lignes. Et puis, il y a tout ce qu'il y a à l'arrière. Et là, effectivement, c'est tout ce qu'il y a à l'arrière. C'est d'abord les populations civiles, mais c'est aussi toutes les infrastructures logistiques qui permettent d'alimenter les combattants sur le front, qui permettent à la population de conserver le moral plus ou moins. Et évidemment, ces drones, ils ont pour objectif de fragiliser la vie sur les arrières, la logistique, la vie économique, l'approvisionnement, notamment en provenance des pays occidentaux, pour en fait fragiliser la ligne de front. Parce qu'évidemment, tout ce que vous détruisez à l'arrière, tous les convois que vous détruisez à l'arrière, la vie des civils que vous rendez plus compliquée, c'est vous fragilisez d'autant plus la vie des soldats, le quotidien des soldats, le moral des soldats sur le front, avec d'ailleurs un aspect qui est assez notable, c'est que dans beaucoup de secteurs, par exemple à Pokrovsk et Mirnograd, les dégâts causés par les Russes sur les arrières ont permis en fait de couper l'approvisionnement des troupes ukrainiennes et ont en fait fragilisé les poches de résistance et favorisé la chute de ces poches, la reddition des combattants ukrainiens ou leur destruction. Alors, par ailleurs, une délégation ukrainienne est en route vers les États-Unis pour de nouveau pourparlers en vue de mettre fin à la guerre. Alors je ne dirais pas que c'est en vue de mettre fin à la guerre, je dirais que ça fait partie de... D'abord, l'actualité internationale s'est largement déplacée sur la question du Venezuela et sur la question du Groenland et sur la question de l'Iran, ce qui veut dire que Russes et Ukrainiens ont eu un petit répit pour, je dirais, continuer à faire la guerre que ni l'un ni l'autre ne souhaitent arrêter. Et là, on est sur effectivement encore un peu de communication de la part de Kiev qui essaie de montrer à Donald Trump et aux yeux du monde entier qu'elle continue ses efforts de discussion avec les Américains pour trouver un chemin. En réalité, on va peut-être en parler, tout est au point mort et il n'y a pas de paix à espérer à court ou moyen terme, c'est une évidence. Voilà. Donc c'est dans la séquence de communication que donne Volodymyr Zelensky, il y a la partie où il se plaint, il pleurniche parce qu'il n'aurait plus assez de missiles antiaériens. Et puis il y a
c'est important pour lui de montrer qu'il est toujours en contact avec Trump et que Trump, reçoit les émissaires ukrainiens qui continuent à travailler avec les Américains et qu'il n'y a pas le contact et la coopération ne sont pas rompus. De plus, le chef du gouvernement britannique a déclaré, je cite, qu'il n'a aucun projet de s'entretenir avec le président Poutine. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est une petite réponse à Giorgia Meloni, qui a dit il y a une semaine il était temps de reparler à la Russie. La position de Giorgia Meloni est partagée par un certain nombre de leaders européens. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle, ça veut dire que tous les dirigeants européens, et d'ailleurs c'est la thématique qu'on développe précisément dans notre dernier magazine, ne sont pas strictement alignés sur la position de Bruxelles, en particulier sur cette question de la guerre en Ukraine. Donc il y a Giorgia Meloni, il y a Viktor Orban aussi, très connu. Il y en a d'autres qui font moins de bruit, mais qui sont toujours restés en retrait. Il y a le Premier ministre belge aussi, qui a empêché la confiscation des avoirs russes au profit de l'Ukraine. Il y a un certain nombre de pays qui se posent des questions. Et d'ailleurs, globalement, dans la population, on voit bien qu'il y a de plus en plus aussi de Français, sans aller chercher bien loin, qui se posent des questions sur cette guerre en Ukraine. Il n'y a qu'à voir aussi les audiences d'Omerta et notre public réagit. On voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et que les gens commencent à s'y intéresser et se posent des questions. Donc c'est une excellente nouvelle. Donc la réaction du Premier ministre britannique, je dirais, c'est de donner une fin de non-recevoir à la proposition de Giorgia Meloni, même si on le sait, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Mais c'est vrai qu'avec cette guerre en Ukraine, on a l'impression qu'il est revenu dans l'Union européenne, puisqu'on a ce quatuor Berlin, Bruxelles, Paris, Londres, qui est en fait le cœur nucléaire du soutien à Volodymyr Zelensky et à l'armée ukrainienne. Et pour eux, évidemment, il n'est pas question de stopper cette guerre. C'est la raison pour laquelle, il faut bien le comprendre, face à l'initiative de Donald Trump, d'essayer de faire la paix aux Russes et aux Ukrainiens, d'essayer de mettre une pression un peu sur les Russes de temps en temps, avec des sanctions qui en réalité ne sont pas de véritables sanctions, qui n'ont pas de véritables conséquences sur l'économie russe ou sur l'appareil industriel, l'appareil militaire russe. Il y a aussi une pression sur Volodymyr Zelensky qu'on voit bien. Mais je dirais qu'il n'a jamais modifié la volonté des Européens de ne pas céder, de ne faire aucune concession et de ne jamais mener de négociations sérieuses via Volodymyr Zelensky avec les Russes. Il y a deux grilles de lecture si on parle du continent européen. Si on met de côté effectivement les pays qui se posent des questions et qui soutiennent du bout des lèvres ou du bout des doigts l'Ukraine ou qui refusent de la soutenir, il y a effectivement cette question, je dirais, territoriale entre Russes et Ukrainiens. Ça se passe dans le Donbass et ailleurs, en Ukraine ou en Russie. Et puis il y a une deuxième grille de lecture qui est celle des Européens qui sont là, qui ne sont pas concernés par une menace russe, bien qu'en ayant fait des tonnes sur le sujet, en particulier le président français. La France est très loin de la ligne de front russo-ukrainienne, l'Angleterre aussi, Bruxelles aussi, Berlin aussi. Mais pour eux, c'est un enjeu, je dirais, qui est éminemment politique et idéologique. On voit bien qu'ils ne veulent pas céder, je dirais, à la Russie et que, quelque part, la paix en Ukraine avec des concessions territoriales, pour faire très vite, serait pour eux non seulement une mauvaise chose pour l'Ukraine, mais aussi une mauvaise chose pour leur propre problématique. On voit que ce serait ce qu'ils considèrent comme une défaite, alors qu'évidemment, dans une guerre, quand il y a un accord de paix, il y a des concessions qui sont faites des deux côtés. On voit bien que les Russes étaient prêts à des concessions. Les Ukrainiens, de leur côté, ne veulent pas entendre parler de concessions territoriales sur les territoires déjà pris par la Russie, ce qui veut dire qu'une entente entre les deux, un dialogue même, est impossible. Et ça s'explique du point de vue des Européens parce que toute concession de l'Ukraine faite à la Russie, c'est une défaite
des Européens, c'est une défaite face à Vladimir Poutine. Et ça, c'est inacceptable parce qu'en fait, ça viendrait fragiliser leur pouvoir, ça viendrait fragiliser l'idéologie progressiste sur le continent européen. On voit bien que sur le continent européen, aujourd'hui, il y a des forces politiques qui sont des forces progressistes, qui s'allient d'ailleurs souvent à l'extrême gauche, et qui sont dans un combat à la fois contre Donald Trump, contre les conservateurs américains, et contre Vladimir Poutine, contre les conservateurs slaves, entre guillemets. Et pris en étau, ils doivent à la fois tenir tête à Donald Trump, mais aussi infliger une défaite à Vladimir Poutine. Parce qu'ils savent que si Vladimir Poutine s'en sort, même avec une demi-victoire, puisque si les Russes font des concessions à l'Ukraine, c'est qu'ils renoncent à certaines choses. Donc même une demi-victoire de Vladimir Poutine sur le terrain ukrainien, c'est pour eux, quelque part, le début d'une déstabilisation, une perte de crédibilité, une défaite politique intégrale. Et ça, ils ne peuvent pas l'admettre. Voilà. Ça permet aussi, je le dis, c'est très important, on creuse cette question chez Omerta, que la guerre se poursuive, ça permet d'expliquer qu'il y a une menace russe. Et expliquer aux gens, convaincre les gens qu'il y a une menace russe, ça permet d'accélérer l'agenda fédéraliste européen en expliquant qu'il faut une nouvelle armée européenne, qu'il faut une diplomatie européenne, etc. Si la guerre s'arrête demain, quelque part, l'entreprise d'accélération du fédéralisme européen, du mondialisme en Europe, prend du plomb dans l'aile et il y aura plus tellement de justification pour accélérer l'agenda. Aujourd'hui, si on prend le cas d'Emmanuel Macron, la situation en réalité pour lui est très bonne. Il ne s'intéresse plus, il ne s'occupe plus des questions nationales qui l'ont toujours en fait profondément, je pense, désintéressé. Il prépare son avenir personnel avec cette guerre en Ukraine et il est sur une problématique qui ne souffre aucune contestation parce que quand vous regardez quasiment l'intégralité des commentateurs qui s'expriment sur ce sujet sur les médias mainstream, les gens ont tellement peur de dire la vérité ou simplement de se poser des questions que Emmanuel Macron est sur un sujet sur lequel il n'a aucune contestation, il n'a aucune critique. L'Ukraine, il n'y a aucune critique de la politique d'Emmanuel Macron, quasiment. Voilà, donc pour toutes ces raisons, la guerre doit continuer, et évidemment, là c'est l'anglais qui prend la parole, mais Emmanuel Macron, on va en parler lors de ses vœux, ne dit pas autre chose, et cette guerre, pour toutes ces raisons, est hormis la question territoriale ukrainienne, pour les fédéralistes et les mondialistes européens, cette guerre est une question de survie. Par ailleurs, avoir russe gelé, c'est le début d'un procès contre Euroclear à Moscou. Oui, les Russes avaient annoncé qu'il y aurait un procès à Moscou contre la société qui détient les avoirs russes et qui aurait pu les transférer à l'Union européenne au titre du soutien à l'Ukraine. Ça a été empêché. Bon, c'est une société de droit privé qui détient d'ailleurs des fonds souverains d'un certain nombre de pays. Ils ont, je crois, autour de 150 milliards de fonds russes. Et effectivement, la Russie avait annoncé, un peu comme une mesure de représailles, entamer un procès à Moscou. Alors évidemment, dans l'optique, en fait, non seulement, de tenter de récupérer ces fonds. Évidemment, ce procès, il est symbolique parce que c'est pas un tribunal à Moscou qui va, je dirais, qui peut faire jurisprudence sur une société d'un État de l'Union européenne et qui peut forcer, dont le jugement peut avoir un quelconque impact. Évidemment, ça n'en aura aucun. C'est essentiellement symbolique, c'est de montrer que finalement, face à cette tentative de spoliation des fonds russes par Bruxelles, Moscou s'apprête, je dirais, à peut-être d'ailleurs au-delà de ce procès, à un certain nombre de mesures de rétorsion économique. Il y a encore beaucoup de sociétés européennes qui ont des intérêts économiques en Russie et c'est aujourd'hui un des sujets qui agite un peu la sphère économique en Russie, c'est l'appropriation de ces sociétés, de ces avoirs, de ces actifs
par l'État russe, un peu en représailles. Alors, je dirais cette annonce de procès, elle a été faite au début de l'affaire de la possible confiscation des avoirs russes. En réalité, cette confiscation n'a pas eu lieu parce que le Premier ministre belge s'y est opposé et il a eu la force et le courage de s'opposer à Bruxelles, à Ursula von der Leyen, tout simplement parce que cette décision était illégale et qu'elle faisait peser sur la Belgique un risque juridique et financier énorme. Puisque la démarche, l'entreprise de confisquer et d'utiliser ces avoirs russes aurait, je dirais, exposé la Belgique à potentiellement des réparations à la hauteur, en y ajoutant les intérêts, les dommages et intérêts, la hauteur des fonds saisis ensuite. Donc le Premier ministre belge a refusé, il a tenu tête, il a eu gain de cause, ce qui a forcé Ursula von der Leyen à faire un emprunt classique, un nouvel emprunt pour l'Ukraine, qui ne sera jamais remboursé, évidemment. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky ne l'a pas dit comme ça, mais il l'a déjà annoncé. On voit aussi peut-être un malin plaisir chez le président ukrainien à expliquer que de toute façon, les Européens vont continuer, qui veulent cette guerre, et lui aussi d'ailleurs la veut, vont continuer à payer, ce qui a été fait, 130 milliards d'euros donnés à l'Ukraine sur des emprunts qui ne sont jamais remboursés, mais aussi il va falloir payer pour la reconstruction de l'Ukraine. Et ça, c'est au moins 800 milliards d'euros. Évidemment, ce n'est pas l'Ukraine qui va payer. Et évidemment, s'il n'y a pas d'accord avec la Russie, ce n'est pas la Russie qui va payer non plus. Il y a très peu de chances que la Russie règle l'intégralité du coût des destructions qui sont le résultat de l'entêtement des Européens, au moins depuis 6 mois, parce que la paix aurait pu être signée, de l'entêtement des Européens et de Volodymyr Zelensky. C'est absolument impossible. Donc, pour tout ça, qu'est-ce qui se prépare? C'est que ce sont les Européens qui vont payer l'intégralité quasiment de la facture. Et donc, Volodymyr Zelensky a commencé à le dire, ce qui lui permet, comme ce n'est pas tellement relayé en Europe dans les médias occidentaux, c'est surtout à destination de la population ukrainienne. C'est pour leur dire, ne vous inquiétez pas, tout va être, les Européens paieront pour nous. Voilà. Ça n'a pas d'autre but. Donc c'est inquiétant. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est que les choses avancent et permettent de lire de plus en plus simplement et de manière limpide ce qui est en train de se passer, la stratégie des Européens et vers quoi on s'achemine, c'est-à-dire une intégration d'un pays qui était en banqueroute avant la guerre, qui est totalement ruiné, totalement détruit et qu'il va falloir biberonner et qui va vivre sous perfusion du contribuable européen. D'autre part, une augmentation effectivement des fonds alloués à Bruxelles pour constituer cette armée européenne, cette diplomatie européenne, cette agence du renseignement européenne. Et donc, je dirais, ça n'augure rien de bon pour le contribuable européen, en particulier pour le contribuable français, qui en fait paye pour une guerre qui lui coûte cher alors que l'État français est surendetté, et qui en plus voit ses agriculteurs totalement lâchés par le président de la République. Voilà. Donc le contexte est très mauvais, mais c'est vrai que la guerre en Ukraine, dans l'entêtement des Européens à la poursuivre, est particulièrement inquiétante. Pour terminer, Emmanuel Macron a fait son discours aux armées il y a 2 jours. Que faut-il retenir de ce discours ? Alors d'abord, il se gargarise, je dirais, il n'y a pas de problème. Donc là, il s'auto-félicite d'une action que tout le monde conteste. Par exemple, il explique que la France a noué de nouveaux partenariats de défense avec les pays africains. En réalité, tout le monde sait que la France s'est fait virer d'Afrique parce que Emmanuel Macron, par son comportement personnel, par le comportement de son ministre des Affaires étrangères, par la politique du Quai d'Orsay, par le fait de vouloir imposer du LGBT à toute l'Afrique et à donner des leçons de morale et à faire des blagues aux présidents africains qui ne sont pas drôles. Tout ça est documenté. Où les gens
pouvez chercher sur Internet l'humour d'Emmanuel Macron quand il est reçu avec des présidents africains, qui est catastrophique parce qu'en fait, ça confine à de l'impolitesse et en fait, il a des interlocuteurs qui ne veulent plus lui parler. Avec la France qui est sortie d'un certain nombre de pays d'Afrique dans lesquels nous étions depuis la décolonisation, c'est absolument catastrophique. Donc, il s'auto-félicite. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est 2 minutes de son discours dans lesquelles il explique qu'aujourd'hui, la France fournit 2/3 du renseignement satellitaire utilisé par les Ukrainiens. Ça, c'est absolument fondamental parce que, d'ailleurs, nous l'avons souligné sur cette chaîne, depuis l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk, nous savions la thématique du renseignement satellitaire fourni par les Américains aux Ukrainiens était devenue un des questions fortes de la guerre. Et pour les gens qui s'intéressent aux opérations, c'était un élément vraiment clé. D'ailleurs, cet élément, on l'a vu au moment de la prise de la reconquête de la ville de Soudja dans cette région de Koursk par les Russes. Elle était liée à l'arrivée de Donald Trump, et Donald Trump, on se souvient, avait coupé le renseignement satellitaire à l'armée ukrainienne. Le renseignement satellitaire fourni par les Américains à l'armée ukrainienne, il permet à l'armée ukrainienne de repérer sur les arrières du front les points logistiques, les bases de lance-missiles russes, les usines, etc. C'est un élément tout à fait clé. Et les Ukrainiens n'ayant pas de satellite, le satellite permettant de voir n'importe quoi sur n'importe quel endroit du champ de bataille ou des arrières, c'est vraiment une aide extrêmement précieuse. Et c'est grâce à ce renseignement satellitaire que l'armée ukrainienne non seulement peut tenir sur le front, dans les tranchées, mais aussi peut infliger des dégâts sur des usines russes, sur des infrastructures, etc., à des centaines de kilomètres à l'arrière de la ligne de front. Et donc, quand Donald Trump arrive au pouvoir, à la présidence, il coupe pendant 3 jours le renseignement satellitaire à l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne, qui quelque part se retrouve avec un bandeau sur les yeux, subit une défaite à Soudja qui l'oblige, pour ainsi dire, à abandonner ses positions prises dans la région de Koursk sur la Russie et en fait à rentrer en Ukraine. Et ça permet à la Russie de récupérer l'intégralité de son territoire perdu dans cette région de Koursk. Et c'est un des moyens de pression, d'ailleurs, ce renseignement satellitaire de Donald Trump sur l'armée ukrainienne et sur Volodymyr Zelensky. Si demain le président Trump décide d'arrêter de fournir ces renseignements, eh bien, ça pèsera évidemment sur l'armée ukrainienne. Alors, jusqu'à présent, on en était là. Et on s'était posé la question sur Omerta de savoir de quelle nature était l'aide française à l'Ukraine, hormis le fait d'envoyer, ça a été médiatisé, de vieux véhicules blindés à l'armée ukrainienne, ce qui a certainement été quand même très utile, des véhicules de l'avant blindés pour le transport de l'infanterie, des AMX-10 RC, qui sont des chars légers, des blindés légers, du petit équipement, etc., des missiles Crotale anti-aériens. Bon, tout ça, c'était officiel. Ce qui ne l'était pas, c'était le renseignement satellitaire dont la France est équipée. On a de très bonnes capacités de renseignement satellitaire, mais il n'y avait jamais eu de déclaration sur ce sujet. Et là, en fait, Emmanuel Macron explique que, pour faire très simple, la France a remplacé les États-Unis dans la fourniture de renseignements à l'armée ukrainienne. Et ça, c'est fondamental parce que ce qui explique ça, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on disait il y a un instant, c'est que les Européens veulent tellement continuer la guerre qu'ils se préparent à un retrait américain. Et ils ne veulent plus être en position de chantage, de subir un chantage américain sur l'aide financière à l'Ukraine, sur l'aide en matériel et sur l'aide en renseignement satellitaire. Et on voit qu'ils s'organisent, c'est la raison pour laquelle ils gagnent du temps avec Donald Trump. En réalité, les Européens sont en transition. Leur objectif est de remplacer totalement le soutien américain de Joe Biden, donc d'avant décembre
2024 pour pouvoir se passer du chantage et de l'aide de Donald Trump. Simplement, il leur faut du temps. Donc là, en ce moment, ils sont en train de ménager le président américain. Ils sont en train de pousser un maximum pour remplacer les États-Unis sur tous les secteurs clés dans lesquels ils étaient jusqu'à présent dépendants. Donc c'est intéressant, c'est que la sortie d'Emmanuel Macron confirme que la France joue un rôle majeur, joue un rôle de premier plan dans l'aide militaire à l'Ukraine. Le fait qu'elle assume le renseignement satellitaire veut dire qu'elle est en première ligne aujourd'hui. Il y a les soldats ukrainiens et juste derrière, il y a les Français. C'est clair et net. Ces renseignements satellitaires, ça veut dire qu'il y a des militaires français qui sont aujourd'hui en Ukraine pour communiquer, pour guider, pour conseiller les militaires ukrainiens dans la recherche et l'exploitation de ce renseignement. Aujourd'hui, c'est une évidence. Voilà. Donc, le reste n'était pas très intéressant. Il s'est gargarisé, il s'est auto-félicité de pas grand-chose. Le plus intéressant, c'est ça, ce qui veut dire que l'implication française aura certainement des conséquences et qu'on voit qu'il continue de jouer, puisqu'il a sa coalition des volontaires. Son rêve ultime, ce serait de pouvoir envoyer des militaires français en Ukraine. Pour l'instant, il n'a pas encore osé le faire, parce qu'on voit qu'il a encore une petite retenue. Mais sur tout le reste, on voit qu'il est... c'est aujourd'hui, je pense, le sujet qui l'intéresse le plus. C'est tenir tête à Donald Trump, donc qui joue un peu au Groenland, il envoie quelques militaires français, etc. Ça l'intéresse un peu, mais le sujet qui est au centre de ses préoccupations et de ses journées, ce n'est pas la sécurité en France, ce n'est pas de lutter contre la radicalisation, ce n'est pas de lutter contre le communautarisme, ce n'est pas de lutter contre l'endettement, ce n'est pas de lutter pour défendre les agriculteurs français, c'est de faire joujou à la guerre en Ukraine. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Merci, Joséphine. Merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner la semaine prochaine. On va vous faire de grosses annonces sur les futurs documentaires, les futurs reportages d'Omerta, sur le magazine aussi. En attendant, vraiment, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite.